Je suis d'ailleurs, donc The Outsider, rédigé en mars et août 1921, première publication en avril 1926 dans Weird Tales, de Howard Philip Lovecraft. Cette nuit-là, le baron rêva de nombreux malheurs, et comme lui, les guerriers qui l'avaient invité furent accablés, de cauchemars hantés d'ombres et de silhouettes, de sorcières, de démons et de gravers des tombes. John Keats. Et ces vers sont extraits de La Vigile de la Sainte Agnès, The Eve of the Sainte Agnès, long poème narratif de 42 strophes, composé par John Keats en 1819 et publié en 1820. Malheureux celui dont les souvenirs d'enfance ne sont que tristesse et peur. Misérable celui qui se souvient de longues heures passées à errer seul dans de vastes et lugubres chambres aux tentures brunâtres et aux étourdissants rayonnages de livres anciens. Ou bien ne se remémore que de terrifiantes vieilles dans des bosquets crépusculaires où des arbres gigantesques, grotesques et touffus agitent en silence leurs hautes branches tordues. Tel est le sort que les dieux m'ont réservé, à moi, le ténébreux, le désenchanté, l'impuissant, le brisé. Et pourtant, je me raccroche désespérément à ces souvenirs flétris, et ne suis pas sans éprouver une étrange satisfaction chaque fois que mon esprit menace, même brièvement, de faire ressurgir l'autre. J'ignore où je suis né, sinon que c'était dans un château aussi infiniment horrible que vieux, traversé de passages si sombres et de plafonds si hauts, que le regard n'y rencontrait jamais qu'ombre et toile d'araignée. Les pierres de ces couloirs croulants étaient toujours affreusement humides, et partout planait une odeur méphitique, comme si plusieurs générations de morts y avaient empilé leurs cadavres. Il n'y avait jamais de lumière. Aussi m'arrivait-il d'allumer des bougies que je contemplais longuement pour me soulager. Il n'y avait pas non plus de soleil, car de détestables forêts s'élevaient très au-dessus de toutes les tours accessibles. J'en voyais bien une, noire, qui se dressait par-dessus la cime des arbres dans les vieux inconnus, mais elle était à moitié en ruine. Et il aurait fallu, pour la gravir, se lancer dans l'escalade presque impossible de sa paroi à pic, une pierre après l'autre. Combien d'années ai-je vécu en ces lieux ? Je ne saurais le dire. Quelqu'un a bien dû subvenir à mes besoins, pourtant je ne me souviens de personne d'autre que de moi. De même, je n'ai aucun souvenir d'autre forme de vie que celle de mes compagnons silencieux, les rats, les chauves-souris et les araignées. J'en avais déduit que mon protecteur devait être incroyablement âgé, car lorsque je m'étais demandé pour la première fois à quoi pouvait ressembler un être humain, je m'étais imaginé une caricature de moi-même, mais en plus déformée, ratatinée et tout aussi délabrée que le château. Pour moi, il n'y avait rien d'anormal à ce qu'ossements et squelettes jonchent certaines cryptes des fondations. Aussi bizarre que cela paraisse, toutes ces choses faisaient partie de mon quotidien. Elles étaient pour moi plus naturelles que les images en couleur de ces personnages ornant les pages vermoulues de plusieurs de mes livres. Mais c'est à de tels ouvrages que je dois mon savoir. Aucun professeur, jamais, ne m'encouragea ni ne me guida. Et je ne me souviens pas d'avoir entendu de voix humaines pendant toutes ces années, pas même la mienne. Car bien que je me sois documenté sur le langage, il ne m'était jamais venu à l'idée de m'exprimer à voix haute. De même, comme il n'y avait aucun miroir dans mon château, je ne m'étais jamais interrogé sur mon apparence. C'est donc tout naturellement que je m'étais dit que je devais ressembler à ces jeunes hommes que je voyais peints ou dessinés dans mes livres. Il me semblait que j'étais jeune, car j'avais peu de souvenirs. Je passais souvent de longues heures à l'extérieur, de l'autre côté des douves putrides. Allongé sous les arbres sombres et muets, je rêvais à l'une ou l'autre de mes lectures. Et je me languissais, m'imaginant au milieu d'une foule joyeuse, riant dans le monde ensoleillé qui s'étendait par-delà les bois infinis. Une fois, j'essayais de m'échapper de la forêt, mais plus je m'éloignais du château, plus les ombres s'épaississaient et plus l'atmosphère se chargeait de terreur. Si bien que je reviens précipitamment sur mes pas, par crainte de me perdre dans l'obscurité de ce labyrinthe silencieux. Je passais ainsi d'interminables crépuscules à attendre en rêvant, même si je ne savais pas très bien ce que j'attendais. Puis dans ma solitude enténébrée, mon désir de lumière devint si puissant que j'en perdis totalement le repos. Je levai des mains implorantes vers les ruines de la sombre tour solitaire qui se dressait par-dessus la forêt pour monter jusqu'aux cieux inconnus. Finalement, je pris la décision d'escalader cette tour, quitte à me rompre le cou. Mieux valait périr après avoir entendu le ciel que vivre sans avoir jamais contemplé le jour. Dans le crépuscule humide, je gravis l'un après l'autre les vieux escaliers de pierre usés jusqu'au plus haut d'entre eux.
puis poursuivis ma périlleuse ascension en m'aidant de toutes les prises que mes pieds rencontraient. Épouvantable et terrible était ce cadavre de pierre, cylindrique et dépourvu d'escalier. Une sombre ruine abandonnée, totalement infestée de chauves-souris effrayées dont les ailes battaient l'air en silence. Mais plus épouvantable et plus terrible encore fut la lenteur de ma progression. Car j'avais beau m'élever, au-dessus de moi les ténèbres demeuraient toujours aussi denses. Alors je succombai à une nouvelle terreur qui me rongea comme ces moisissures, maudites et vénérables. Je frissonnais et me demandais pourquoi je n'avais toujours pas atteint la lumière. Je n'avais pas le courage de baisser les yeux. La nuit avait dû tomber brusquement. Je palpais maladroitement autour et au-dessus de moi, dans l'espoir de trouver une fenêtre par où j'aurais pu regarder au dehors, vers le ciel, pour pouvoir peut-être estimer la hauteur que je venais d'atteindre. Tout à coup, après une interminable et impressionnante ascension, à l'aveugle, dans cet angoissant précipice inversé, ma tête heurta quelque chose de dur. Je devais avoir atteint le toit, ou en tout cas une sorte de palier. Je levai ma main libre afin d'évaluer l'obstacle. Il était fait de pierre, apparemment inamovible. Au péril de ma vie, je fis alors le tour du donjon en m'accrochant aux plus petites prises offertes par le mur visqueux, jusqu'au moment où, à force de tâtonner, ma main trouva un endroit où la barrière pouvait pivoter. Je repris alors mon ascension et poussai la dalle, ou la porte, avec ma tête, mes deux mains étant sollicitées par mon effrayante escalade. Mais je ne voyais toujours pas la lumière. Après avoir levé les mains, je compris que mon ascension arrivait à son terme. Je venais de pousser une trappe permettant d'accéder à une salle au sol lisse, dont la circonférence était supérieure à celle de la partie basse de la tour. Sans doute le plancher d'une haute et spacieuse salle de guet. Je me glissai avec précaution dans l'ouverture, puis essayai d'empêcher la lourde dalle de retomber en place, en vain. Comme j'étais allongé exténué sur le sol de pierre, j'entendis l'inquiétant écho que la dalle sema dans la tour en se refermant. Malgré cela, j'espérais quand même parvenir à l'ouvrir à nouveau, le moment venu. Pensant avoir atteint une hauteur prodigieuse, loin au-dessus des maudites frondaisons de la forêt, je me relevai tant bien que mal et commençai à sonder les alentours. J'espérais trouver une fenêtre par où contempler, pour la première fois, ce ciel, cette lune et ces étoiles dont les pages de mes livres regorgeaient. Mais mes espoirs furent rapidement déçus. Je ne découvris que de grandes étagères de marbre, occupées par d'odieuses boîtes oblongues d'une taille inquiétante. Plus je réfléchissais, plus je me demandais quel vénérable secret abritait cette haute salle, depuis si longtemps coupée de la base du château. Puis, à ma grande surprise, mes mains touchèrent l'embrasure d'un ventail de pierre orné d'étranges ciselures. J'essayai de l'ouvrir, mais il était verrouillé. Puisant dans mes dernières forces, je parvins cependant à le tirer vers moi. J'éprouvai alors un moment de pure extase, car de l'autre côté d'une grille de fer ouvragé, située au sommet du petit escalier montant depuis la porte que je venais d'ouvrir, brillait un magnifique clair de lune. C'était mon tout premier clair de lune, car je n'en avais jamais vu jusque-là que dans mes rêves ou dans de vagues visions que je n'ose qualifier de souvenirs. Persuadé que j'avais atteint le sommet du château, je gravis 4 à 4 les marches qui s'élevaient de l'autre côté de la porte lorsqu'un nuage passa devant la lune, me faisant trébucher. Je poursuivis mon ascension plus lentement, en redoublant de précautions. Il faisait toujours très sombre lorsque j'atteignis la grille. Je la secouai doucement et constatai qu'elle n'était pas fermée à clé. Mais je ne l'ouvris pas, de peur de chuter des hauteurs incroyables auxquelles je m'étais hissé. Puis la lune reparut. Le choc le plus diabolique est celui que suscite une surprise abyssale ou un choc d'un cauchemar grotesque. Rien de ce que j'avais traversé jusque-là ne pouvait rivaliser en horreur avec le spectacle que j'avais sous les yeux, tant ses implications étaient étranges et prodigieuses. La vision proprement dite était aussi simple que stupéfiante. Elle consistait simplement en ceci. Au lieu d'un vertigineux panorama de frondaisons vu depuis une hauteur vertigineuse, ne s'étendait derrière la grille, autour de moi donc, et même au niveau où je me tenais, rien de moins que la terre ferme, semée de dalles et piquetée de colonnes de marbre se dressant à l'ombre d'une vieille église de pierre, dont la flèche en ruine se découpait lugubrement sur fond de clair de lune. À moitié sonné, j'ouvris la grille
et avançai d'un pas titubant sur le sentier de gravier blanc qui s'étirait de part et d'autre. J'avais beau être confus et avoir les idées embrouillées, j'étais toujours aussi assoiffé de lumière. Même ces bizarreries ne pouvaient me détourner de mon but. J'ignorais si ce que je vivais tenait de la folie, du rêve ou de la magie. Mais à vrai dire, peu m'importait. J'étais déterminé à contempler la lumière et la joie, quel qu'en fût le prix. Je ne savais pas qui ou ce que j'étais, ni où je me trouvais. Mais alors que je continuais d'avancer d'un pas chancelant sur le sentier, un horrible souvenir remonta peu à peu des tréfonds de ma mémoire. Je compris alors que je n'avais pas emprunté cette route par hasard. Après être passé sous une arche, je quittai ce royaume de dalles et de colonnes et m'aventurai dans la campagne environnante. Tantôt je suivais la seule route visible, tantôt je la quittais, bizarrement pour couper par des prés où quelques rares ruines évoquaient parfois la présence d'un vieux chemin oublié. À un moment, je dus même traverser à la nage un cours d'eau tumultueux où quelques piles moussues et branlantes témoignaient que jadis s'était dressé là un pont depuis longtemps éboulé. Plus de 2 heures s'écoulèrent avant que je n'atteigne ce qui semblait être mon but. Un vénérable château, couvert de lierre, bâti au milieu d'un parc bordé de bois touffus. Il m'était épouvantablement familier et cependant curieusement étranger. Je vis que les douves en avaient été comblées et que certaines de mes tours adorées avaient été démolies. De même, de nouvelles ailes avaient été ajoutées pour la plus grande confusion du spectateur. Mais ce que j'observais avec le plus de plaisir et d'intérêt, ce furent les fenêtres grandes ouvertes, toutes auréolées de lumières éblouissantes et par lesquelles ne parvenaient les bruits d'une fête endiablée. Je m'approchai de l'une d'elles pour regarder à l'intérieur, et là, je vis une compagnie bizarrement vêtue qui se réjouissait et conversait bruyamment. Comme c'était la première fois, ou du moins le croyais-je, que j'entendais des gens parler, j'eus le plus grand mal à comprendre ce qu'ils disaient. Certains visages éveillèrent en moi des souvenirs incroyablement lointains, d'autres m'étaient tout à fait inconnus. J'enjambai alors la fenêtre basse et pénétrai dans la pièce aux lumières éclatantes. Ce faisant, je passai brusquement de mon unique et plus belle lueur d'espoir aux affres de la prise de conscience et du désespoir des plus noirs. Le cauchemar se déchaîna aussitôt, et à peine eus-je franchi le seuil que se produisit l'un des plus terrifiants spectacles qu'il m'ait été donné d'imaginer. Dès que j'eus posé le pied dans la pièce, une peur panique que rien ne permettait d'anticiper s'empara des convives. Une horreur si intense qu'elle déforma tous les visages et fit jaillir d'abominables cris de quasiment toutes les gorges. Ce fut la débandade. Dans la clameur et la cohue, plusieurs personnes s'évanouirent et durent être entraînées au dehors par leurs compagnons affolés. Beaucoup plaquèrent leurs mains sur leurs yeux avant de s'enfuir à toutes jambes. Aveugles et maladroits, ils renversaient les meubles et se cognaient contre les murs avant de réussir à atteindre l'une de ces nombreuses portes. Leurs cris étaient épouvantables. Et tandis que je demeurais, seul et hébété dans cet endroit éblouissant où continuaient de se répercuter les échos de leur fuite désespérée, je me mis à trembler à l'idée de ce qui devait rôder près de moi, invisible. Un coup rapide d'œil aux alentours m'apprit que la pièce était vide. Pourtant, il me sembla déceler une présence en m'approchant d'une des alcôves. Une sorte de mouvement, aperçu de l'autre côté d'une ouverture bordée d'or, donnant sur une autre pièce assez semblable à celle où je me tenais. Comme je m'approchais de l'embrasure de la porte, je vis mieux de quoi il s'agissait. C'est alors que je poussai mon tout premier et dernier cri. Ululation spectrale qui se retourna l'âme presque autant que la vue de la monstruosité qui l'avait provoquée. J'avais vu se dessiner pleinement et distinctement l'inconcevable, l'indescriptible, et l'innommable horreur dont la simple apparition avait changé une compagnie de joyeux fêtards en un troupeau de fuyards affolés. Je peine à vous décrire cette abomination, car elle n'était qu'un magma de tout ce que cette terre comporte de répugnant, d'inquiétant, d'indésirable, d'anormal et de détestable. C'était la macabre incarnation de la pourriture, de l'antiquité et de la désolation. L'eidolon, putride et purulent d'une révélation malsaine, l'ignoble suintement exudé par tout ce que ce monde miséricordieux aurait dû garder caché. Dieu sait que cette chose n'était pas, ou plus,
de ce monde. Et pourtant, pour ma plus grande horreur, je vis dans sa silhouette, si décharnée que les os ensaillaient, une pitoyable et odieuse parodie de forme humaine. Et ces lambeaux de vêtements pourrissants évoquaient une chose tellement impossible que cela me glaça le sang. J'étais presque paralysée, mais pas assez pour ne pas tenter de fuir. Je titubais en arrière sans pour autant parvenir à rompre le sortilège grâce auquel ce mystérieux monstre muet me tenait en son pouvoir. Mes yeux, ensorcelés par les orbes vitreux qui les fixaient de manière détestable, refusèrent de se fermer. Mais une fois passé le premier choc, et comme par chance, j'y voyais très mal, l'horrible créature qui se tenait devant moi ne m'apparut qu'indistinctement. J'essayais de lever la main pour la cacher à ma vue, mais j'étais si choquée que mon bras ne m'obéissait presque plus. Cette tentative, cependant, suffit à me faire perdre l'équilibre. Je dus faire quelques pas en avant pour éviter de tomber. Ce faisant, je me rendis compte que la charogne était mortellement proche de moi. Si proche que je pouvais en entendre l'atroce respiration caverneuse. Luttant pour ne pas perdre la raison, je réussis quand même à tendre une main pour repousser l'écœurante apparition, plus proche que jamais. C'est alors, en une explosion cataclysmique, où tous les cauchemars de l'univers le disputèrent aux accents des enfers, que mes doigts touchèrent la patte pourrissante que le monstre tendait sous le cadre d'or. Je ne criais pas, non. Mais les hordes de ghouls démoniaques qui chevauchent le vent nocturne s'en chargèrent à ma place, à la seconde même où s'abattit sur mon esprit une fulgurante avalanche de souvenirs broyeurs d'âme. Je me rappelai alors de ce qui avait été. Je me souvins de ce qui s'était dressé là, avant tous ces arbres et cet effroyable château, et reconnus, en dépit des modifications, l'édifice où je me trouvais à présent. Comble de l'horreur! Je reconnus l'abomination sacrilège qui se tenait devant moi, l'air mauvais alors que je rompais le contact entre nos doigts souillés. Mais il est dans le cosmos un baume, aussi doux qu'amer, et ce baume est le Népenthes. Dans l'horreur absolue de cette seconde, j'oubliais ce qui m'avait terrifié, et l'obscur souvenir qui avait brusquement ressurgi se dissipa dans un chaos d'images et d'échos d'images. Comme en rêve, je m'enfuis de ces lieux maudits, quittai cet endroit hanté et courus, rapide et silencieux sous le clair de lune. Une fois de retour au cimetière de marbre, je descendis les marches, mais ne réussis pas à soulever la lourde dalle de pierre. Peu m'importait, car j'avais toujours détesté l'antique château et ses arbres. Maintenant, je chevauche le vent nocturne en compagnie de mes amis les ghouls, et, le jour, je joue au milieu des catacombes de Nefrenka, dans la mystérieuse vallée coupée du monde d'Adot au bord du Nil. Je ne verrai jamais d'autre lumière, je le sais, que cette lune sur les pierres des tombes de Neb, et ne connaîtrai jamais d'autre plaisir que les innombrables fêtes de Nitocris sous la grande pyramide. Mais dans cette nouvelle existence, sauvage et libre, j'arrive presque à savourer l'amertume de l'exil. Car même si le Népenthes m'a apaisé, je sais bien que je suis d'ailleurs, étranger à ce siècle comme à ses contemporains, et cela je le sais depuis que j'ai tendu les doigts vers l'abomination dans le grand cadre doré. Tendu les doigts et touché la froide et imperturbable surface du verre poli. Et je vais juste vous ajouter pour la fin, il y a 3 notes que je ne vous ai pas lues pour interrompre le récit que je vais vous lire à présent. On nous explique que le terme grec d'eidolon désigne l'image spirituelle d'une personne vivante ou morte, ou un fantôme, ou une apparition ayant forme humaine. Ensuite, le Népenthes, le baume qui est le Népenthes, si doux et si amer, c'est une liqueur qui apporte l'oubli et qui, chez Homère, dissipe la tristesse, calme la colère et fait oublier tous les maux. Et pour finir, il y a une note par rapport aux catacombes de Nefrenka. On nous dit que dans l'affaire Charles Dexter Ward, l'un des personnages signe l'un de ses courriers du nom de Nefrenka Nai Adot, tandis que le pharaon Nefrenka est mentionné dans celui qui hantait les ténèbres.